Alors, mesdames et messieurs, bonjour. La question technique étant réglée, je vous souhaite la bienvenue là pour ce midi de l'IREMO et je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui sont en ligne, qu'on aperçoit pour ceux qui mettent leur écran. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Jean-Pierre Philu. Alors, je le disais tout à l'heure en aparté qu'il n'était pas présentable parce qu'il n'a pas besoin d'être présenté, c'est ça que ça voulait dire, évidemment. Et donc, il est professeur à Sciences Po et puis, comme vous le savez, c'est un des très bons spécialistes de la question, enfin du Moyen-Orient en général, et disons de la Palestine. Il a écrit quand même pas mal de livres sur Israël-Palestine, un livre sur Gaza, un livre sur Netanyahou, enfin un livre sur l'histoire du Moyen-Orient, et quelques autres. Un livre aussi sur Mitterrand et la Palestine, qui remonte déjà à quelques années, je me souviens. Et donc, le dernier en date, à moins que depuis tu en aies déjà écrit un autre, c'est donc celui-ci qui s'intitule « Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné ». Histoire d'un conflit depuis la fin du 19e siècle. Alors, je ne vais pas le présenter, ce livre, mais disons d'un mot, parce que je l'ai lu, évidemment. C'est un livre très intéressant et qui a comme, comment dirais-je, approche, une grille de lecture que tu as choisie, que tu qualifies quelque part de structurelle. C'est-à-dire tu prends un certain nombre de questions d'histoire et tu les prends à travers ces grandes questions que tu repères, comme par exemple la naissance ou l'importance du sionisme chrétien, la question de la stratégie des faits accomplis en ce qui concerne Israël, des divisions palestiniennes, enfin un certain nombre de thèmes comme ça. Il y en a au total 6, tu vas les détailler j'imagine, et répartis en deux phases, deux parties du livre, les forces d'un côté, qui sont des forces pour Israël, et les faiblesses du côté palestinien. Voilà, et donc c'est vraiment une lecture, en fait c'est plusieurs lectures, parce qu'en même temps, sur certains sujets, puisque tu prends un thème, tu recroises forcément telle ou telle question d'histoire, par le pont de 47, de 37, autre chose, à travers ces différentes thématiques, ça donne une lecture assez stimulante de l'histoire, dont tu interroges l'histoire à travers des prismes, pour arriver évidemment à la situation actuelle et à sa complexité, à son caractère tragique, etc. Et donc voilà, c'est vraiment une façon d'aborder l'histoire qui est tout à fait stimulante. Et puis, je termine là-dessus, parce que ça m'a bien plu, tu commences par un personnage qui est un peu oublié aujourd'hui, et que j'ai eu la chance de rencontrer il y a de ça bien longtemps, qui s'appelle Émile Habibi. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, j'espère que oui. C'est un écrivain israélien, palestinien, et qui a écrit toute une série de livres dont tu vas parler, en particulier Saïd et le pessimiste. C'est un peu le Candide voltairien en quelque sorte. Et c'est un personnage qui a joué un rôle important dans les années 60, 70, 80 même. Il est mort en 96. Et le destin de ce personnage, que j'ai donc la chance de connaître, et puis m'a beaucoup impressionné en plus parce qu'il est né en 1922, c'est-à-dire au moment du mandat en Palestine, mandat britannique, et il est mort en 1996, c'est-à-dire au début d'Oslo. Et j'ai trouvé que avoir comme date de naissance et de mort 1922-1996 par rapport à la question Israël-Palestine, ça dit beaucoup de choses. Voilà, donc livre très intéressant. Je te laisse donc la parole pendant un moment, une quarantaine de minutes pour le présenter, et puis ensuite, bien entendu, on ouvre le débat avec la salle et avec tous ceux qui ont bien voulu se mettre en visio. Jean-Pierre, aide à toi. Merci beaucoup. Donc, merci à toi de m'accueillir ici à l'IREMO, qui mène un travail tellement nécessaire en ces temps troublés. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus en une journée où vous avez peut-être la tête ailleurs ou d'autres priorités, je ne sais pas. Et vraiment, c'est un grand plaisir d'être avec vous, et c'est un honneur d'être à côté de Jean-Paul Chagnolot, pour qui j'ai depuis longtemps une très sincère et amicale estime. Alors, pourquoi la Palestine, excusez-moi, ça commence bien. Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné? Je sais pas, c'est pas à moi de le dire, c'est aux lectrices et aux lecteurs si c'est un bon ou un mauvais livre, mais c'est un livre qui est unique en son genre, voilà. Comme l'histoire de Gaza, je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais il n'y a pas d'autre histoire de Gaza, ce qui d'ailleurs est un peu surprenant. Je signale que cette histoire a été publiée en 2012 et qu'il a fallu la catastrophe actuelle pour que finalement on se décide, ce qui n'est pas encore fait, la traduire en arabe, alors qu'elle avait été traduite en anglais, en turc, en polonais, mais que visiblement, et du côté du Fatah et du côté du Hamas, mon histoire gênait un peu beaucoup. Alors, c'est
c'est un livre unique en son genre, d'abord parce que la différence de tous les livres à chaud, dont certains de bonne facture, hein, qui ont été publiés depuis le 7 octobre, le mien était en partie écrit avant, hein, et a eu donc la chance, si j'ose dire pour un historien, même si la tragédie est abominable et n'est pas près de s'achever, d'être confronté immédiatement au choc du réel. Et quel choc! C'est-à-dire que voilà, ça passe ou ça casse. Soit ma grille d'interprétation est valide, soit elle ne l'est pas. J'ai la faiblesse de croire qu'elle l'est, sinon je ne serai pas devant vous. Et donc, dans une historiographie israélo-palestinienne qui est immense, avec des chefs-d'œuvre d'histoire, je pense au livre, à la monumentale Question de Palestine d'Henri Laurence, au livre de Rachid Khalidi et bien d'autres, eh bien, mon livre, alors même que je suis historien, ne suit pas un développement chronologique, hein, mais effectivement une thématique, ce qui fait que la chronologie est intégrée dans cette espèce d'éternel recommencement de la tragédie palestinienne, vu que, en effet, on voit le plan de partage 6 fois, pas uniquement une fois. Hein. Et à chaque fois, on se dit non, 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 oui, 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 ah, la Nakba, oui, etc. L'occupation, la colonisation, la fin du processus de paix, qui correspond aussi à cette expérience. Hein, parce que s'il y a un scandale, et ça, c'est pas du point de vue de l'historien, mais c'est du point de vue du citoyen du monde, c'est que ce conflit ne soit toujours pas réglé alors qu'il est aussi long, hein, que en tant que tel, déjà, au-delà de l'horreur en cours à Gaza, c'est évidemment un motif d'indignation légitime. Alors, cette grille d'interprétation, que j'ai littéralement mise au feu du 7 octobre et de la guerre en cours, elle se décompose en, effectivement, les 3 forces d'un côté, les 3 faiblesses de l'autre, parce que oui, la Palestine a été perdue, mais, et ça renvoie aussi au titre d'un livre de Jean-Paul Chagnolot, Israël n'a pas gagné. Hein, et au fond, les forces d'Israël, si elles continuent d'être les seules forces, empêcheront Israël de gagner. Parce que la seule victoire, mais j'anticipe à peine, ce sera la solution à 2 États. On voit que dans une tragédie aussi intime, vu que les 2 peuples sont très intimement liés sur la même terre, une terre de moins de 30 000 km², où il y a donc autant de juifs que d'arabes, 7 millions et 7 millions, on ne peut arriver à solder le conflit que par un accord gagnant-gagnant. Et on voit que ce qui se passe depuis le 7 octobre est la version paroxystique, hein, du perdant-perdant, vu que le 7 octobre a été la journée la plus sanglante pour Israël en ses 75 ans d'histoire, et ce qui se passe à Gaza, dans une histoire palestinienne pourtant saturée de tragédies, est la catastrophe la plus importante qui dépasse d'ores et déjà de loin la Nakba, donc littéralement la catastrophe de 1948, aussi bien en chiffres absolus qu'en proportions. Donc, très rapidement, hein, les 3 forces, les 3 faiblesses. Alors, j'ai commencé de manière un peu contre-intuitive, et c'est vrai que depuis que le livre est paru, je suis souvent sollicité là-dessus par le sionisme chrétien, hein, qui est relativement méconnu en France, d'abord parce qu'on a un petit problème en France avec l'histoire des religions, mais aussi parce que c'est fondamentalement de culture protestante, même s'il y a aujourd'hui une exception majeure, et pas n'importe qui, vu que c'est Joe Biden, qui est un des très rares sionistes chrétiens catholiques. Et il l'est profondément, vu qu'il se prétend et s'affirme sioniste depuis un demi-siècle. Ce qui explique d'ailleurs beaucoup plus que d'autres considérations géopolitiques son incapacité assumée à enrayer l'agression israélienne à Gaza. Mais bon, lui c'est un cas particulier. Le sionisme chrétien est bien antérieur au sionisme juif, mais il a une histoire propre. Hein. Le sionisme juif ne s'est pas inspiré du sionisme chrétien, ni réciproquement. Parce qu'il est fondé sur une dogmatique protestante spécifique,
dont je vais vous épargner les détails, mais qui est l'idée de cycle de dispensation qui amèneront au royaume de Dieu, et nous serions, d'après ces croyants de type évangélique, dans l'avant-dernier cycle où le peuple juif doit réaliser les prophéties, mais doit les réaliser par lui-même. Les fidèles doivent l'aider, mais ne peuvent pas se substituer à lui. Alors, précisons tout de suite que ce sionisme chrétien est tout sauf philosémite. Ça, c'est l'ancien diplomate qui utilise un euphémisme, puisque si on suit ces croyances, à la fin, tous les juifs disparaîtront. Soit ils seront exterminés, soit les survivants se convertiront au Christ. Donc, dans cette vision, donc, pendant longtemps, les sionistes chrétiens étaient très perturbés que les juifs ne soient pas plus sionistes, parce que les juifs n'aient pas envie de retourner sur la terre d'Israël. Et le premier manifeste politique des sionistes chrétiens aux États-Unis, c'est à Chicago, en 1891, une lettre ouverte au président américain de l'époque, où on trouve pratiquement toutes les thèses qui seront développées plus tard par Herzl, même si, je répète, ce sont deux histoires parallèles. Sauf que quand le prêcheur évangélique qui anime cela, qui s'appelle Blackstone, va voir les rabbins de Chicago, ils lui répondent « mais notre Jérusalem à nous, c'est Chicago ». Ce qui déçoit évidemment beaucoup les sionistes chrétiens. Donc, pour faire très court, ce sionisme chrétien va imprégner les dirigeants d'abord en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis, permettant au sionisme juif, qui est à l'époque ultra minoritaire dans le monde juif, de remporter ses premières grandes victoires politiques, que sont la déclaration Balfour en 1917, où le gouvernement, donc Lloyd George, est majoritairement sioniste chrétien, et où l'opposition à la déclaration Balfour émane du seul ministre juif du cabinet, Edwin Montagu. On aura la même chose en 1947 avec Truman. Truman est un pur produit de la Bible Belt, la ceinture biblique du sud des États-Unis, et il se voit comme le nouveau Cyrus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Cyrus est l'empereur perse qui a permis au peuple juif de revenir de son premier exil à Babylone. Il se voit comme le premier Cyrus et il le revendique. Je suis Cyrus, je suis Cyrus. Ce qui va beaucoup jouer dans le soutien déterminant des États-Unis à la proclamation de l'État d'Israël et à sa reconnaissance quelques heures après sa proclamation. Alors, pour faire très court, ce sionisme chrétien est aujourd'hui le lobby pro-israélien aux États-Unis. Donc, il faut faire très attention. Déjà, quand on dit lobby pro-israélien, alors il faut savoir qu'aux États-Unis, lobby, c'est un terme non seulement légitime, mais c'est un terme administrativement acté. Quand on est à Washington, on a les différents lobbies qui ont une activité publique réglementée et en partie transparente. Ce n'est pas du tout un terme polémique, c'est d'ailleurs le titre d'un livre de sciences politiques tout à fait sérieux à ce sujet. Et donc le lobby pro-israélien, c'est-à-dire l'AIPAC, l'American Israeli Political Action Committee, est désormais déconnecté de la communauté juive. Parce que ce lobby pro-israélien, avec les sionistes chrétiens, est devenu un lobby pro-Likoud, pro-occupation, pro-colonisation, qui, au moment du processus de paix, s'est opposé très durement à Yitzhak. Je me rappelle mon ami Itamar Rabinovitch, qui était ambassadeur d'Israël à Washington à ce moment-là, historien, spécialiste de la Syrie, me racontait comment il était obligé de démarcher les membres du Congrès en leur disant que dans le cadre des accords d'Oslo, il fallait un financement à l'autorité palestinienne et les sénateurs ou les représentants lui répondaient mais l'AIPAC nous a dit de voter contre. Et il était obligé de dire mais enfin, je suis quand même l'ambassadeur d'Israël. Donc, pour faire là aussi très court, la fameuse résolution qu'a votée Biden en 1995 sur le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem,
elle est adoptée quelques semaines avant l'assassinat de Rabin pour saboter le processus de paix sous la pression de l'AIPAC et des sionistes chrétiens. Et donc ce lobby de fait pro-Likoud, même s'il se prétend pro-israélien, va devenir la machine de guerre de Netanyahou aux États-Unis, qui mise sur ces sionistes chrétiens beaucoup plus que sur ces coreligionnaires, beaucoup trop critiques, beaucoup trop divers, beaucoup trop progressistes et surtout beaucoup trop liés au Parti démocrate. Les Juifs américains votent au moins aux 3/4 sur tous les scrutins de ces dernières années, de ces dernières décennies, excusez-moi, pour les démocrates, alors que Trump, par exemple, Trump a encore dit récemment, un Juif qui ne vote pas pour moi devrait se faire examiner la tête. Pour moi, c'est clair. Voilà. Donc, il faut faire attention aux automatismes qui ont cours. Et donc, ce sionisme chrétien aujourd'hui, c'est le principal atout de Netanyahou et de sa guerre à outrance, y compris au Congrès qui, comme vous le savez, sous l'autorité à la Chambre des représentants de Mike Johnson, qui est non seulement un sioniste chrétien, mais un créationniste, qui a soutenu l'établissement d'un musée de l'Arche de Noé qu'on fait visiter aux groupes scolaires, où on montre aux petits-enfants du Kentucky ce qui s'est passé comme si c'était un fait historique. Donc il y a eu deux vaches, voilà. Donc c'est cette personne-là qui non seulement a fait voter les paquets d'aide inconditionnels à Israël, mais excusez-moi, voilà, il y a marqué Fight Like Ukrainians, bloqué pendant 6 mois l'aide à l'Ukraine. Donc on voit quand même qu'on s'avance assez dangereusement vers un scénario où on aura un triangle Netanyahou, Trump et Poutine. Voilà. Merci pour l'Europe. Alors pour les autres dimensions, je serai plus rapide parce qu'elles sont sans doute mieux connues, quoique. Donc les deux autres forces bien connues, alors là, du sionisme et d'Israël, c'est d'abord ce que j'appelle le pluralisme de combat, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est traversé de contradictions, d'oppositions, mais qui arrive à gérer ces contradictions de manière relativement apaisée. Il y a eu 4 violences avérées, pas des moindres, 2 assassinats politiques, Haïm Arlosorov en 1933, Yitzhak Rabin en 1995, puis il y a une crise en 1998 où la minorité de l'Irgun, la milice de Begin, a été mise au pas dans le sang, d'ailleurs par Yitzhak Rabin, et en 1983, un pacifiste qui a été tué par un jet de grenade. Voilà. Mais hormis cela, on a des contradictions qui sont gérées de manière démocratique, pluraliste, ce qui permet 2 choses. Ça permet d'abord de dire « Ah ben moi je suis sioniste, mais tendance, voilà. Moi ce que dit Ben Gvir ou ce que dit Netanyahou, ça ne m'engage pas, vu que moi je suis sioniste culturel, sioniste religieux, sioniste... C'est très pratique. Moi je suis pro-israélien parce que... Alors évidemment, je ne suis pas d'accord, mais en même temps on soutient. Donc ça permet de générer quand même une coalition de partisans, de supporters la plus large possible, et de s'adresser à des publics très divers, et avec chacun ses propres relais. Le problème, parce que vous voyez qu'à chaque fois, voilà, le sionisme chrétien c'est une force, mais maintenant ça bloque complètement Israël, ça l'a bloqué au moment du processus de paix, on l'a vu contre Rabin, et là ça bloque vu qu'on a en Israël sans doute le mode de scrutin le plus démocratique du monde. Méfiez-vous des modes de scrutin les plus démocratiques du monde, chers compatriotes et non compatriotes. Ça peut être très très dangereux. Parce que... On a le même. Oui, non, enfin... Bon, on va en reparler. Un scrutin très démocratique, c'est des premières choses que j'ai apprises tout petit étudiant en arrivant à Sciences Po, ne donne pas forcément des résultats démocratiques. Voilà,
faut savoir ça. Et donc en Israël, c'est très clair, hein, on voit bien que du fait d'une circonscription unique, de la proportionnelle intégrale, même s'il y a aujourd'hui un plancher à 3,25%, eh bien ce sont les extrémistes qui tiennent les coalitions. Et aujourd'hui, avec le départ de Benny Gantz, c'est clairement Smotrich et Ben Gvir qui sont les moteurs du gouvernement Netanyahou. Ce qui renvoie à la troisième force, qui devient aussi une faiblesse, hein, vu qu'elle, je suis convaincu que la poursuite de la guerre à Gaza est suicidaire pour Israël, hein, c'est ce processus de guerre à outrance, c'est la stratégie de fait accompli, c'est-à-dire on ne dit jamais quel est l'objectif final. Hein. Donc au début de chaque chapitre, il y a une citation, et là il y en a une délicieuse de Chaim Weizmann, hein, qui est quand même le grand homme du sionisme, en tout cas en diaspora de l'entre-deux-guerres, et qui dit en français, parce qu'il parlait parfaitement le français, entre autres langues, c'est le premier pas qui coûte. Et en fait, le sionisme, c'est toujours une histoire de premier pas. Et à chaque fois, on fait un premier pas, vu qu'on a rendu irréversible les pas précédents. Et donc, c'est le premier pas qui coûte. Le premier pas, déclaration Balfour. Ah ben voilà, on a un foyer national. Ensuite, premier plan de partage en 1937. Ah ben voilà, on a l'État juif. Ensuite, le plan de partage de 1947. Ensuite, la reconnaissance d'Israël. Ensuite, l'occupation de 1967. Voilà. Hein, c'est le premier pas qui coûte. Et on voit bien qu'aujourd'hui, si Netanyahou est aussi fumeux, hein, ne veut pas s'engager sur le jour d'après à Gaza, c'est d'abord parce qu'il n'a aucune alternative claire, que Gaza lui échappe totalement, y compris d'un point de vue intellectuel, mais c'est aussi parce que il ne veut pas se lier les mains. Or, il y a des gens qui disent très clairement ce qu'ils veulent faire à Gaza. Ben, c'est les mêmes, c'est Ben Gvir et Smotrich. Eux, ils veulent expulser, occuper et recoloniser. Hein. Et donc, on verra si les gens qui affichent leur objectif final l'emporteront ou du moins pèseront dans cette stratégie de fait accompli. Alors du côté palestinien, voilà, c'est un équilibre scrupuleux. 20 minutes, j'aurais voulu, j'y serais pas arrivé. Donc on a d'abord l'illusion arabe. Hein. Donc l'illusion arabe, c'est que la Palestine est suffisamment arabe pour que les Arabes s'estiment légitimes à s'en mêler tout le temps, et en même temps, elle est trop palestinienne pour que les Arabes le fassent de manière désintéressée, à quelques exceptions près que je rappelle dans le livre. Donc tout ça commence très tôt. Tout ça commence d'ailleurs à Paris, un peu plus loin sur le boulevard Saint-Germain, plus près de mon bureau à Sciences Po, mais ça nous importe peu, au 184 boulevard Saint-Germain, au siège de la Société de géographie, où s'est tenu en 1913 le premier congrès arabe, 1913. Et pendant ce congrès, les délégués qui viennent de Palestine veulent placer la question du sionisme à l'ordre du jour. Pour eux, c'est une menace très concrète, hein, les acquisitions de terres, les expulsions de paysans, déjà, mais si c'était limité, c'était quand même un phénomène très troublant pour la population de Palestine, et tous les autres délégués disent non, 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 pas question, les Français ne veulent pas en entendre parler, nous on a besoin des Français par rapport aux Ottomans, donc bon, bah, les Palestiniens, vous oublierez vos revendications pendant un certain temps. 1913, hein. Donc 6 ans avant le congrès fondateur du nationalisme palestinien à Haïfa en 1919. Et donc, évidemment, la Nakba, c'est le déplacement forcé de 750 000 Arabes de Palestine hors du territoire qui va devenir Israël, mais c'est aussi l'annexion de la Cisjordanie et Jérusalem-Est par le royaume hachémite de Jordanie qui ainsi efface l'identité palestinienne. Quant à l'Égypte, que ce soit avant ou pendant Nasser, au lieu de faire de la bande de Gaza un foyer de nationalisme palestinien qui aurait été remis à des représentants du dit nationalisme, elle va être administrée par l'armée et les services de renseignement égyptiens, hein, sans aucune délégation de pouvoir.
Yasser Arafat était évidemment le grand homme qui fait sortir la Palestine du déni israélien et du déni arabe. Il faut savoir que pendant de très longues années, Arafat va avant tout se battre contre des Arabes, dans des pays arabes. En Jordanie, c'est le fameux Septembre Noir, au Liban, contre les différentes milices libanaises, et surtout contre la Syrie d'Hafez el-Assad, qui veut liquider ce que les Palestiniens appellent l'indépendance de la décision palestinienne. L'OLP, on fait comme si elle était née avec Arafat. Non, l'OLP, au début, c'est un instrument d'influence. C'est un instrument d'influence de Nasser, et il faut attendre, donc elle est fondée en 64, il faut attendre 5 ans pour que Arafat en prenne le contrôle, donc après l'effondrement arabe de la guerre des 6 jours. Donc on voit bien que non seulement les Arabes n'ont pas soutenu de manière coordonnée et efficace la cause palestinienne, mais qu'ils l'ont souvent combattue, soit parce qu'ils avaient peur d'une Palestine démocratique, vu que tous ces régimes ne le sont pas vraiment, soit parce qu'ils avaient peur que le régime avec lequel ils étaient en rivalité s'accapare la cause palestinienne à son profit. C'est très clair dans le triangle Jordanie, Syrie, Égypte. Et donc on voit que tout ce qui se passe jusqu'à maintenant, les accords d'Abraham, c'est la consécration non pas de la paix au Moyen-Orient, regardez où on en est, mais de ce déni par les États arabes de la réalité palestinienne, vu qu'il faut les lire. L'avantage de l'historien, et surtout quand c'est un ancien diplomate, c'est qu'il lit ce qu'on signe. Et dans les 10 accords, il n'y a aucune mention de la question palestinienne. Complètement déconnecté. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais depuis le 7 octobre, le moins qu'on puisse dire, c'est que les déclarations plus ou moins enflammées des différents régimes arabes ne se sont accompagnées d'aucun geste concret de solidarité avec la population de Gaza, bien au contraire. Donc, cette illusion arabe, elle est terrible, parce que en même temps, elle va servir de bout en bout la propagande israélienne, disant oh, bah, les Palestiniens, ils sont arabes, on n'a qu'à les reloger dans d'autres pays arabes. J'ai encore entendu ça très récemment. La deuxième faiblesse, c'est peut-être celle sur laquelle, parce que moi j'aime beaucoup apprendre en cherchant. Nous avons des collègues qui eux, n'ont pas besoin de chercher, ils ont déjà tout trouvé avant de commencer leur livre. Je ne sais si je dois les envier. Moi, je cherche, et souvent je trouve des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et la profondeur historique, anthropologique du factionnalisme palestinien, alors que bon, ça fait quand même plus de 40 ans qu'à un titre ou qu'à un autre, je suis ces affaires, je ne m'en rendais pas compte, parce que je l'ai retrouvé à la fin il se trouve qu'à la fin du XVIIIe siècle, on a Zahir el-Omar qui présentait, il faut faire toujours attention aux histoires, au futur antérieur, comme un pionnier du nationalisme palestinien. Je pense qu'on lui aurait dit ça à ce chef tribal de Galilée, il aurait ouvert des gros yeux. Mais il avait quand même constitué une entité palestinienne dans le nord de l'actuelle Palestine, autour de Nazareth, avec à un moment le port d'Acre, et on voit que les luttes de faction vont l'affaiblir beaucoup plus que la lutte avec l'Empire ottoman. Et puis on trouve ça, alors évidemment, dans c'est parce que c'est toujours pareil, très souvent les forces d'une résistance populaire sont aussi ses faiblesses. La grande force de la résistance de la population palestinienne, je parle bien de la population palestinienne, c'est qu'elle est ancrée à sa terre quand évidemment on ne l'en expulse pas. Donc il y a un rapport organique à la terre qui est très profond. Et ce rapport organique à la terre s'accompagne aussi de solidarité de proximité, de type traditionnel, pour simplifier grossièrement, avec mon frère contre mon cousin, avec mon cousin contre mon voisin, avec mon village contre le village d'à côté, avec le village d'à côté contre la colline d'en face, etc., etc.
Donc ça aboutit à un factionnalisme qui va être absolument calamiteux pour le nationalisme palestinien pendant l'entre-deux-guerres, parce que les Anglais, qui avaient de très très bons orientalistes, ont évidemment, eux, compris cette faiblesse structurelle de la société palestinienne et ont joué dessus. Et donc on jouait sur une polarisation, là aussi je décris ça en détail, là je ne vais pas le faire, entre les partisans de deux grandes familles de Jérusalem, et ces partisans se retrouvent dans l'ensemble de la Palestine mandataire. Donc les deux grandes familles, c'est les Husseini, qu'on présente comme plus radicaux, et les Nashashibis, qu'on présente comme plus modérés, même si c'est plus compliqué. Et on a cette polarisation qui est terrible au moment où, je le rappelle, le sionisme, lui, fait front, malgré ses contradictions, fait front uni. Hein. Et avec, très tôt, des règlements de compte, des assassinats, des vendettas, qui vont être terribles, parce qu'elles vont s'ajouter à une répression qui est elle-même très sanglante. Et donc on voit que ce factionnalisme va se retrouver dans l'OLP, hein, il va même être institué dans l'OLP, vu que la représentation dans les instances de l'OLP se fait sur la base des différentes factions, hein, et que même les soi-disant indépendants ne sont en fait que des faux-nés pour telle ou telle faction. Hein. On me rappelle les gens... Ah, moi je suis indépendant du Fatah, ah, c'est bien. Moi je suis indépendant du FPLP, ah oui, encore mieux. Et donc tout le monde est structuré, et il faut aussi comprendre que la faction, c'est la famille de substitution, parce que la faction, c'est pas uniquement l'endroit où on milite, où éventuellement on combat, c'est quand on va en prison, c'est la faction qui prend en charge la famille, et évidemment quand on meurt, c'est la faction qui sert de sécurité sociale, d'assurance retraite. Hein. C'est même assez souvent la faction qui marie. Voilà. Donc c'est très profond. Et donc là aussi, j'explique comment on a pu en arriver là. Polarisation Husseini, Nashashibi dans les années 30, et avec la première intifada, avec le processus de paix, polarisation entre l'OLP et le Hamas, dont on voit aujourd'hui qu'elle est absolument tragique pour le nationalisme palestinien. Alors la dernière faiblesse, je ne vais pas épiloguer parce que on en a des exemples assez outrageants chaque jour, je dirais presque chaque heure, c'est les deux poids, deux mesures. Voilà, deux poids, deux mesures. Voilà, le fait qu'entre l'Ukraine et la Palestine, voilà, en Ukraine, c'est affreux de bombarder des infrastructures civiles, ah bon, et à Gaza, etc., etc. Alors ça a commencé très tôt, hein. Ça a commencé par ce que j'appelle l'entre-soi colonial, où le sort de la Palestine est tranché à l'issue de la Première Guerre mondiale, entre soi, entre Français, Britanniques, sionistes. L'idée d'aller consulter les populations locales ne passe même pas par l'esprit des gouvernants de l'époque. Mais ce qui est très important dans le deux poids, deux mesures, c'est qu'il est pas du tout honteux, il est affiché, hein, hier comme aujourd'hui. Les gens qui le pratiquent sont convaincus d'être justes. Ils en sont convaincus. On aurait dit à Balfour, mais c'est affreux ce que vous faites. Il n'aurait pas compris. Il aurait dit, mais je leur accorde des droits civils et religieux. Vous voyez comme je suis gentil. Donc, il ne faut jamais sous-estimer la bonne conscience du deux poids, deux mesures. Et sans doute sa force principale. Et je le dis d'expérience, de longue expérience. Je dirais même d'expérience rapprochée. Donc, on a cette... Et puis alors, je mentionne, j'aurais pu trouver d'autres exemples, mais on est au 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Robert Capa, l'immense Robert Capa. On a encore revu ses photos extraordinaires. Robert Capa, quand il va en Palestine en 1948, il est dans un camp, et il le dit. Moi, je suis dans un camp, je vais ne parler que des sionistes et que des Israéliens. Et on se retrouve, alors aujourd'hui, vous n'avez pas un journaliste étranger dans Gaza, hein, et pendant la Nakba, vous n'avez pas une image de l'Exode. C'est impressionnant quand même. Hein, et
95% des images sont prises du côté israélien. Hein. Donc, à la fin, ça finit par... voilà. Si je fais encore le parallèle avec l'Ukraine, vous imaginez si la guerre d'Ukraine était couverte intégralement depuis Moscou, et qu'on avait le droit de rentrer en Ukraine que accompagné par l'armée russe, et qu'il n'y aurait aucun correspondant étranger, uniquement des journalistes plus ou moins professionnels qui émettraient sur les réseaux sociaux en Ukraine. Je veux dire que la perception de la guerre d'Ukraine, elle serait quand même sensiblement différente. Hein. Donc on a ça. Et puis, bon, il y a la question évidemment centrale du droit. Hein, et donc, le droit a toujours été, sous une forme ou sous une autre, dénié aux Palestiniens. Hein, d'emblée, hein, la déclaration Balfour, c'est un déni du peuple palestinien. Il y a un peuple qui est mentionné, c'est le peuple juif, le peuple arabe n'est pas mentionné. Et même la résolution qui va fonder le processus de paix, la résolution 242 du Conseil de sécurité en 1967, elle ne mentionne les Palestiniens que comme des réfugiés, elle ne mentionne pas leurs droits nationaux. Hein, donc ce déni, il est constant, et évidemment aujourd'hui il a atteint des sommets hein, dans le déséquilibre, hein, donc le deux poids, deux mesures. Et je rappelle, là encore, citation d'ouverture du chapitre, hein, c'était François Mitterrand en 1991 qui avait participé, avait ordonné à la France de participer, avait pris la décision que la France participe à la coalition de libération du Koweït, entre autres pour contribuer à une paix israélo-palestinienne, donc fondée sur la solution à deux États, dont il a été un des premiers, il en avait parlé à la Knesset dès 1982, et quand François Mitterrand comprend que George Herbert Bush ne va évidemment rien faire de ce côté-là, il va faire la conférence de Madrid où l'OLP ne sera même pas présente, ès-qualité, il dit deux poids, deux mesures, ce serait assassiner le droit international naissant. C'était l'idée d'un droit international post-soviétique qui serait un droit ONU, qui serait donc favorable au peuple et au droit à l'autodétermination. Hein. Et on voit bien qu'aujourd'hui, hein, si l'ONU est en crise aussi profonde aujourd'hui, c'est à cause de ce qui est fait à Gaza, de ce qui est infligé aux Palestiniens, et on voit que l'ONU non seulement n'arrive pas à l'empêcher, mais l'ONU devient la cible, au sens propre. Au sens propre, hein. Le 6 juin, c'est je crois que c'est la première fois hein, qu'une institution de l'ONU est officiellement ciblée par un bombardement israélien. Avant, à Cana, en 80, c'est une erreur tragique. Là, on dit, on a frappé une école de l'ONU. Hein, c'est revendiqué. Hein. Donc ça veut dire que le droit international alors même qu'il n'est pas aussi équilibré qu'on voudrait le dire, même lui est donc jeté à bas, violé. Donc moi j'ai une chronique tous les dimanches sur le site du Monde, et celle d'hier c'était sur l'instrumentalisation par Poutine et par Netanyahou de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, on voit bien, hein, dans les deux cas, pour faire très simple, il y a un discours d'invocation pour nazifier les ennemis, hein, qu'ils soient ukrainiens ou qu'ils soient palestiniens, c'est tous une bande de nazis. Mais je pense que c'est encore plus grave que ça, que aussi bien pour Poutine que pour Netanyahou, il y a une espèce d'invocation d'un monde d'avant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, d'avant les conventions de Genève de 49, entre autres la 4e convention sur la protection des civils en temps de guerre, que Israël n'a jamais... Israël dit toujours on en respecte l'esprit mais pas la lettre. Ah bon. Et donc, voilà, oui. Et entendez, dans le discours israélien, je pense qu'on n'a jamais autant parlé de Dresde. Ah oui, vous regardez ce que vous avez fait à Dresde pour éliminer les nazis. Après, à Gaza, on fait comme à Dresde. Oui, mais enfin, a priori, le monde a un peu évolué depuis Dresde. On a justement, hein, d'où cette tension, hein, qu'on voit, Cour pénale internationale, Cour internationale de justice, avec ce deux poids, deux mesures. Donc, la solution à deux États, hein,
hein, la solution à deux États plus que jamais, parce qu'on voit que chaque guerre est encore plus meurtrière et destructrice que la précédente. C'est-à-dire que si on ne fait pas la solution à deux États maintenant, le conflit suivant, d'abord, est inévitable, et il sera encore plus abominable que celui-ci. C'est possible. Vous savez, voilà, on disait « la guerre du Liban en 82, quelle horreur, etc. » Quand on regarde maintenant, quand on voit, effectivement, il y a eu beaucoup d'abominations, mais rien qui puisse se comparer à ce qui se passe maintenant. Pareil pour la seconde intifada. Donc, il y a une gradation parce que ce conflit ne peut pas, n'a jamais pu et ne pourra jamais être résolu par la force. Hein. Donc, ça, il faut le dire dans les deux sens. Dans les deux sens. Il ne faut pas le dire uniquement pour dire c'est affreux qu'on bombarde Gaza. Il faut aussi le dire quand on entend de la mer jusqu'au fleuve. Hein, parce que ça, c'est pas possible. Hein, et ça n'arrivera pas. Hein, donc, il faut être bien conscient de ça. Hein, c'est-à-dire que toutes les invocations de la force, d'un côté comme de l'autre, ne conduisent qu'à prolonger cette tragédie et les souffrances pour les uns et encore plus pour les autres. Donc, on a une nécessité d'arriver donc à un partage. Hein, un partage. Alors, souvent, on met en avant la division. Mais au fond, la question, c'est le partage. D'ailleurs, au début, on disait plan de partage de la Palestine. Hein. On a deux peuples sur une terre, il faut arriver à un partage. Alors, c'est comme la démocratie, la solution à deux États. C'est la pire solution à l'exclusion de tous les autres. Alors, quand on est à Paris ou ailleurs, où j'ai débattu, on peut invoquer l'État binational. Alors, on peut avoir des débats sans fin sur l'État binational. Enfin, j'ai pas vraiment l'impression que Israéliens et Palestiniens éprouvent une joie immense à vivre ensemble. Hein, surtout depuis le 7 octobre. Hein. Donc, il faut donner la possibilité aux uns comme aux autres d'aller au bout de leur droit à l'autodétermination. Et pour Israël, c'est toujours pas fait, parce que pour Israël, tant qu'il n'y a pas les deux États, en fait, Israël se sent fort, mais Israël est totalement menacé et vulnérable tout le temps, parce qu'il n'y a pas les deux États. Ça, c'est ce que beaucoup de soi-disant amis d'Israël ne comprennent pas, alors qu'ils encouragent vraiment Israël dans une fuite en avant qui ne peut être que dévastatrice, y compris pour le projet sioniste. Donc, cette solution à deux États, on sait très bien comment ça se fera, on sait très bien que ce ne sera pas facile, quoique, déplacer des colonies, c'est pas aller jusqu'en Sibérie, c'est déplacer de 5, 10 ou 20 km. 5, 10 ou 20 km. Hein, voilà. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça plutôt que de réduire en champ de ruines Gaza pour un coût de reconstruction qui est d'ores et déjà évalué entre 40 et 80 milliards de dollars, avec évidemment les Israéliens qui sont convaincus que les Européens paieront. Hein, Ça va être intéressant avec le nouveau Parlement. Hein, quand on aura les débats, les mêmes qui disent qu'ils sont pro-israéliens, quand on leur dira ça tombe bien, il va falloir payer 50 milliards de dollars, là peut-être que leur conviction pro-israélienne vacillera. Hein, parce que les Golfiens, ils ne paieront pas. Hein, chaque fois qu'on dit... il faut savoir que les ultra-riches sont les plus radins du monde. Hein, donc il n'y a pas que dans le monde arabe. Hein, donc ils ne paieront pas. Hein. Donc, il est peut-être temps, l'Amérique a abdiqué, l'Amérique ne sera plus jamais médiateur, à supposer qu'elle ait été un médiateur honnête, il y a des bibliothèques sur ce sujet, mais de toute façon, écoutez Joe Biden, quand il s'adresse à la nation sur le Moyen-Orient le 31 mai, il parle d'un cessez-le-feu global à Gaza, c'est formidable, on est le 10 juin, moi je croyais qu'il était l'homme le plus puissant du monde, qu'Israël était totalement dépendant des États-Unis. Je constate que le 10 juin, il n'y a toujours pas de cessez-le-feu à Gaza. Mais il ne mentionne même pas la solution à deux États. C'est-à-dire qu'il est complètement dans la guerre en cours. Il n'envisage même pas l'après. Et ça, c'est terrible. Donc, la Russie, vous oubliez, la Russie a quand même d'autres
priorité. La Chine, voilà, Zhongguo Henta, j'ai appris ça à Langzhou avant de faire de l'arabe où j'ai fait du chinois. La Chine est un grand pays, elle est au centre du monde, et pour elle, le Moyen-Orient, c'est vraiment qu'une source de soucis. Quant à l'ONU, voilà, moi j'aimerais bien l'ONU, mais ça quand même. Donc il faut l'Europe. Alors voilà, il faut l'Europe, dire ça le 10 juin, c'est un peu... Mais c'est comme ça, l'Europe sur l'Ukraine, elle a beaucoup évolué, et l'Europe sur le Moyen-Orient, et entre autres sur Israël et la Palestine, il faudra qu'elle évolue beaucoup, tout simplement parce que sinon, le coût sera exorbitant. Et à la fin, c'est comme ça que les décisions se prennent. Et l'Europe, elle peut parfaitement, d'abord parce qu'elle en a les moyens. L'Europe est un cas historiquement très troublant d'une puissance qui a peur de sa propre puissance. Et puis voilà, quand elle se réveille sur l'Ukraine, ça donne des choses quand même plutôt intéressantes. Donc le premier partenaire commercial d'Israël, c'est l'Europe, et le premier bailleur de fonds des Palestiniens, c'est l'Europe. Donc voilà, c'est quand même assez simple de voir ce que ça pourrait donner. Moi, pendant des années, je plaidais auprès des Européens successifs et respectifs l'ouverture d'un corridor maritime entre Chypre et Gaza, en disant c'est pas possible de laisser Gaza sous blocus israélo-égyptien, et on me disait oh là là, c'est très compliqué. Bang, Biden tape du poing sur la table, le corridor est ouvert. Ça aurait quand même été bien que l'Europe le fasse de sa propre initiative, pour montrer qu'elle était capable de briser le blocus fait aux Palestiniens, blocus qui est directement responsable de la catastrophe actuelle. Ce blocus a livré la bande de Gaza au Hamas et inévitablement ne pouvait livrer le Hamas qu'au plus dur du Hamas, à commencer par Yahya Sinwar, d'où la catastrophe en cours. Donc la solution à deux États, il y aura des problèmes de mise en œuvre, mais infiniment moindres que les conflits qui, eux, sont inévitables si on ne la met pas en œuvre. Donc la seule chose qui manque, c'est la volonté. Mais cette volonté, elle peut apparaître à la faveur de crises, et comme l'impression que nous allons plutôt vers des temps de crise, elle peut apparaître à faveur d'opportunités historiques. Il faut savoir que si les Israéliens et les Palestiniens et le Moyen-Orient en général ont besoin de quelque chose, ils ont besoin de normes, ils ont besoin de droits, ils ont besoin de prévisibilité, mais chacun sait, et je finirai là-dessus, qu'il est beaucoup plus facile de faire la guerre que la paix, parce que la guerre, c'est éliminer un adversaire honni et désigné clairement, tandis que la paix, c'est faire confiance à cet adversaire, non seulement pour soi, mais pour ses enfants et les enfants de ses enfants. Donc c'est ça le vrai courage. C'était le courage de Rabin et d'Arafat. C'est le courage, je l'espère, de demain des dirigeants israéliens et palestiniens à la hauteur de ce moment et de cette exigence pour leurs deux peuples, qui est une exigence existentielle pour les deux peuples, Mais il est certain que les vrais amis des uns et des autres doivent les pousser vers cette issue, vers cette négociation, et qu'on devra commencer par la fin. Que si les accords d'Oslo ont échoué aussi lamentablement, ce n'est pas à cause du premier accord d'Oslo qu'il faut préserver à tout prix, qui est la reconnaissance entre Israël et l'OLP, donc la reconnaissance par les deux nationalismes de leur légitimité respective, mais il faut oublier complètement le deuxième accord d'Oslo, la période intérimaire, et commencer par la fin, c'est-à-dire par le règlement final, et toutes les questions qui fâchent, ne surtout pas les repousser. Il faudra commencer en les traitant, et sur la base de ce traitement, construire un règlement enfin durable de paix entre les Israéliens et les Palestiniens qui en ont tant et tant besoin. Merci de votre attention. Bien, merci Jean-Pierre. On va donc passer à la seconde partie, c'est-à-dire à vos questions, aussi bien dans la salle, comme je disais tout à l'heure, que évidemment en visio. On va prendre, c'était le souhait de Jean-Pierre, 2 ou 3 questions, on va par petit bloc de 2-3 questions.
est entendu qu'il faut toujours le micro, puisque, comme vous le savez, cette séance est enregistrée. Monsieur, je vous en prie. Et aussi possible des questions courtes, parce qu'on a devant nous 30 minutes. La question... Bonjour et merci. Je reviens à la fin concernant donc l'Europe. Et donc quand je regarde, quand on voit un peu au niveau des actes politiques qui ont été faits, je suis pas pessimiste, mais je m'interroge sur le rôle que pourra jouer l'Europe, et notamment les deux piliers, la France et l'Allemagne. Depuis le 7 octobre, j'ai pas à ma connaissance d'action concrète européenne qui laisse présager ce que vous envisagez. Merci. On prend une deuxième question. Aussi bref si c'est possible. Oui, je vais essayer d'être très brève. Ce qui me frappe, mais vous me direz si je me trompe, puisque vous êtes un expert, moi ce qui me frappe dans ce qui se passe maintenant, c'est que c'est la première fois que, point numéro 1, il n'y a pas de guerre entre Israël et les pays arabes, alors qu'il y en a eu depuis, il y en a eu en 47, 67, 60. Point numéro 2, les Américains n'ont absolument aucun effet, alors qu'ils ont eu des effets, même si on peut les critiquer, Oslo, machin. Point numéro 3, l'ONU est devenue ce que vous avez dit, c'est-à-dire non seulement impuissante, mais attaquée. Point numéro 4, l'Europe est inaudible, même si elle a essayé de parler avant. Conclusion, moi ce que je vois, mais peut-être je me trompe, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose d'interne, de purement interne. Et Israël règle son problème, et plus personne ne s'en mêle, que ce soit les Arabes, la soi-disant communauté internationale ou la communauté internationale, les différents pays, plus personne ne s'en mêle. Et donc, moi je suis plutôt pessimiste, c'est-à-dire que je pense qu'ils vont y arriver, et ils vont arriver à faire des Palestiniens, des espèces de groupes errants, comme ci, comme ça. Peu importe, personne ne lit dans des machins, comment ça s'appelle, là, des boules de cristal, merci. Mais ce qui me frappe et que vous n'avez pas évoqué, donc peut-être que c'est moi qui me trompe, c'est que c'est la première fois depuis qu'il y a des conflits entre Israël et la Palestine que plus personne ne s'en mêle. Merci. Oui, une troisième question. Bah, écoutez, monsieur, il y en a en ligne, très bien. Deux questions en ligne. Une question en ligne. La première, c'est le camp de la paix existe-t-il toujours en Israël et est-il audible et visible? Et qui la représente? Et après, c'est plutôt un commentaire. Pourquoi parler de résistance de la population palestinienne et non de résistance palestinienne? Tu prends les trois questions? Oui, oui, y compris le commentaire, j'ai le droit de parler de ce que je veux. Oui. Voilà. Donc, les trois questions. Oui, France-Allemagne, hein, on voit bien que la France et l'Allemagne, c'est au cœur de l'Europe. Hein. L'Europe marche quand il y a du franco-allemand, l'Europe ne marche pas. Donc on ira dans le sens que j'envisage quand la France et l'Allemagne décideront de prendre une initiative conjointe, hein, qui pourra être que volontariste. Je rappelle que c'est quand même la France et l'Allemagne, en 2003, qui ont permis d'éviter que la guerre d'Irak apparaisse comme un affrontement entre l'Occident et l'islam, hein, et que ça a été très très bienvenu, même si c'était entre eux. Mais la France et l'Allemagne, alors nous on est là, oui, le discours de Villepin, mais c'était vraiment une mobilisation franco-allemande. Alors madame, je suis obligé comme historien de dire que non, c'est pas la première fois que les Israéliens et Palestiniens se combattent. Non, ce ne sont pas des épisodes. La Nakba commence par une guerre judéo-arabe en Palestine, au cours de laquelle plus de la moitié de ceux qui vont devenir les exilés sont expulsés. Ce n'est pas un épisode, c'est fondamental. Le problème, c'est qu'on a la vision de la guerre israélo-arabe qui suit, qui du coup a occulté la guerre judéo-arabe précédente. Donc la première intifada, c'est un conflit israélo-palestinien. Non mais madame, quand il y avait des conflits israélo-arabes, il y avait des gens extérieurs qui s'en mêlaient. C'est ça que je voulais dire. Je vous réponds. J'ai mal posé ma question. Je ne vous réponds, je ne dialogue pas avec vous. D'accord? C'est clair? D'accord? Vous n'allez pas reprendre le micro, vous avez posé une question assez longue, je vous réponds. Vous acceptez ma réponse ou pas? Donc, c'est pas du tout la première. Et là, vous pouvez dire que les gens ne s'en mêlent pas. Ben, les gens ne s'en mêlent pas. Le pont aérien américain
c'est confine à la co-belligérance. Hein. Donc, non seulement les gens s'en mêlent, alors ils s'en mêlent peut-être pas dans le sens que vous voulez, mais ils s'en mêlent beaucoup. Hein. Si demain ce pont aérien s'arrête, il n'y a plus de guerre à Gaza. Hein. C'est assez vite fait. Donc, ce conflit est internationalisé, il continue d'être internationalisé, mais il est à sens unique. Hein. Donc, il faut le comprendre. C'est pour ça que, effectivement, l'internationalisation pourrait être autre, hein, même si elle ne se produit pas. Mais là, c'est une question de cible et de priorité. Donc, le conflit a toujours été un conflit israélo-palestinien. Toujours. Ou un conflit judéo-arabe avant la proclamation de l'État d'Israël. S'il y a une particularité aujourd'hui, c'est pas l'absence d'internationalisation, c'est le degré de violence paroxystique qu'il a atteint. Mais nous sommes le 10 juin. L'histoire est loin d'être terminée et on ne sait pas du tout comment ça peut encore évoluer. Donc, faut avoir ça en tête. Voilà, j'espère que ma réponse a répondu à votre question, si du moins je l'avais bien compris. Voilà. La première question sur Internet. C'était le camp de la paix, tu sais. Où en est le camp de la paix? Ah, le camp de la paix. Ben, c'est toujours la même chose. Vous savez, c'est comme les échéances historiques. Je ne vais pas faire de référence au contexte français actuel. Hein, il y a le statique et il y a le dynamique. Hein. Alors, soit on décide qu'on a tant de sacs de haricots, puis voilà, il y a tant de sacs de haricots, puis voilà, ce sera comme ça. Soit on décide qu'il y a une dynamique, et puis soudain on se rend compte que le nombre de sacs importe peu, parce que la question c'est de la dynamique. Donc, si on interroge sur le camp de la paix aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucune dynamique, on est dans le statique, évidemment, on fera les analyses qu'on a en disant « Ah, il n'y a pas de camp de la paix en Israël ». Si vous avez demain l'Europe qui dit « Écoutez, s'il n'y a pas la paix, il se passera ça et ça et ça pour Israël », ben, soudain les gens vont commencer à dire « Ah, ben, peut-être que la paix, c'est plus intéressant que la continuation de la guerre ». Donc, c'est toujours pareil. C'est la façon dont des stimuli extérieurs peuvent être intégrés dans une dynamique locale. Donc voilà, mais je pense que l'expression « camp de la paix », au fond, n'a plus grand sens. Et on aura besoin de personnes qui, de manière plus ou moins convaincue, plus ou moins opportuniste, diront bah, en fait, la paix pour mon peuple, c'est une option plus intéressante que la guerre. Encore faut-il que la guerre ait aussi un coût pour l'agresseur et pas uniquement pour l'agressé. Je voudrais revenir une seconde sur ta réponse pour l'Europe. Une question subsidiaire en quelque sorte. Tu as parlé de la France et de l'Allemagne et tu as raison, c'est les deux piliers majeurs. Est-ce que tu crois que l'Allemagne, compte tenu de son histoire et son rapport à Israël, serait en capacité d'accompagner un mouvement, un processus sur les bases que tu évoquais? Je pense que si tu m'avais interrogé sur la capacité d'Angela Merkel à accueillir 1 million de réfugiés syriens en juin 2015, j'aurais dit bah, c'est impossible, elle ne pourra jamais. Donc voilà, c'est ce que je disais, statique et dynamique. Hein, ça dépend des circonstances, ça dépend des défis. C'est vrai que là, on a quand même une pression en Allemagne qui confine parfois au maccarthisme. Mais peut y avoir des retournements. Quand Benjamin Netanyahou dit à la ministre allemande des Affaires étrangères, et qu'elle le fait savoir, parce qu'elle lui parle de la famine à Gaza, et que Netanyahou dit mais non, il ne se passe rien, tout va très bien, jamais on a laissé rentrer autant d'aide humanitaire à Gaza. Il est merveilleux, Netanyahou. Hein. Ma biographie sur Netanyahou, je voulais l'appeler le grand menteur, et puis finalement j'ai fait main basse sur Israël. Et il est incroyable, on n'a jamais laissé rentrer. Et elle lui dit mais non, et Netanyahou lui répond, nous ne sommes pas comme les nazis qui faisaient rentrer des photographes dans les camps de concentration pour organiser des opérations de communication. Je pense qu'il a été très fier d'avoir dit ça. C'est pas le genre de choses qui provoque des effets tout de suite, mais ça peut avoir un effet décalé. Je pense que la ministre allemande des Affaires étrangères,
elle n'était pas la même quand elle est sortie dans son bureau que quand elle y est rentrée. Vous allez me trouver pessimiste, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout la fin de l'histoire et que la solution des deux États n'est malheureusement pas du tout à l'ordre du jour pour l'instant. Netanyahou n'en veut absolument pas et l'opinion israélienne laisse Netanyahou. Il y a un consensus non seulement pour faire la guerre à Gaza, mais je crois aussi que l'opinion est prête à faire la guerre au Hezbollah et au sud Liban, donc, et aussi à l'Iran lui-même. Et que cette folie de penser que la force peut régler, on en est là, dans l'opinion israélienne. Donc, la solution à deux États est explosée d'avance. Deuxième question. Madame qui demande depuis longtemps. Ah oui, une en ligne. Mais après, madame, parce que je vois que vous allez attraper des crampes à force de lever la main. Non, je vous promets, une question en ligne et ensuite, madame. On a une dernière question en ligne qui dit « Dans une de vos chroniques du Monde, vous proposiez que le futur État palestinien soit démilitarisé. Et qu'en est-il d'Israël ?» Bien. Alors, madame, je vous en prie. Oui, je me pose deux questions par rapport aux États. Je ne vois pas davantage comment ça fonctionne à deux États qu'à un seul État. Et surtout, je n'en vois pas les possibilités concrètes. Et là-dedans en particulier, il s'est trouvé, on trouve sur les réseaux sociaux, Gaza 2035. Je suppose que tout le monde a vu ça. C'est le fameux hub industrio-commercial avec un projet de chemin de fer qui irait de Gaza jusqu'en Inde. Enfin, des choses assez sidérantes. Et donc, ce serait le projet actuel israélien. Donc, d'où ça vient cette histoire-là? Est-ce que vous savez d'où ça vient? Et de toute façon, là, on ne voit pas où il y a un État palestinien. Ok. Pierre? Oui, alors je vais commencer par la fin. Donc, les deux États. Vous savez, si on veut dire les deux États, ça ne marchera pas, et ça me permet de répondre aussi à la première question. Effectivement, tout le monde va être là, tout le monde va dire oui, c'est affreux, on n'y arrivera pas. C'est une question de volonté. Pratiquement, c'est pas si difficile que ça. L'espace est réduit, les populations sont limitées, l'argent à mobiliser, en comparaison de l'argent que coûtera, comme je l'ai rappelé, la reconstruction, est assez faible. Alors, actuellement en Israël, il se passe exactement ce que j'ai décrit, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire la guerre que la paix. Voilà, mais je ne pense pas que si on avait mis en 1963 le traité franco-allemand au référendum, il serait passé. Hein. Donc, et De Gaulle, jusqu'en 69, savait quand même bien utiliser les référendums. Donc l'idée que la paix est démocratique, c'est pas que la paix doit être gagée sur... La paix, souvent, c'est des négociations secrètes, c'est des paris sur l'avenir et beaucoup de soucis à court terme. Donc, je ne crois pas du tout à l'émergence spontanée d'une majorité pour la paix, ni du côté israélien, ni du côté palestinien. C'est pour ça qu'il faut une implication très importante de la communauté internationale, et concrètement, il n'y a que l'Europe qui peut mobiliser cela de manière un peu concertée. Donc peut-être que ça ajoutera à votre pessimisme, mais voilà, il faut quand même évoquer. Alors, Gaza 2035, je ne sais pas de quoi vous parlez, alors que quand même Gaza, je connais assez bien. En revanche, un plan israélien de développement de Gaza avec un chemin de fer pour l'Inde, je ne vois pas du tout. Hein. Actuellement, il y a un plan israélien de recolonisation qui est porté par l'extrême droite religieuse. Et simplement, voilà, vous dire, parce que
À chaque fois, on dit, ah ben c'est pas possible. Sauf qu'à chaque fois, c'était possible et on l'a pas fait. Donc, au coup d'après, c'est encore plus calamiteux. En 2005, hein, alors peut-être que quelque part, ça rentre en écho avec ce que vous évoquez. En 2005, James Wolfensohn, qui était l'ancien patron de la Banque mondiale, donc quelqu'un qui connaît un peu l'économie mieux que moi, hein. Moi je confonds encore chiffre d'affaires et bénéfices. Donc il avait élaboré un plan de 3 milliards, à l'époque c'était 3 milliards, 3 milliards de dollars en 2005, aujourd'hui c'est 10 ou 20 fois plus juste pour reconstruire. Avec 3 milliards, il faisait de Gaza le Singapour du Moyen-Orient. C'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. Gaza est idéalement situé. L'historien peut vous dire que pendant des millénaires, Gaza était l'oasis, le hub commercial de toute la région, hein, avec non seulement le carrefour entre l'Asie et l'Afrique, entre le Levant et l'Égypte, mais aussi le débouché des routes commerciales d'Arabie. Hein. On voit bien que dans le projet, alors là pour le coup de la vision 2030 de Mohamed Ben Salman pour l'Arabie, un Gaza au nord de Neom qui serait quand même un peu fréquentable, avec un débouché sur la Méditerranée, vous imaginez, les croisières arriveraient, ils iraient en chameau jusqu'à Neom. Voilà, on peut en rire, hein, on peut en rire. Pratiquement, il n'y a aucun problème concret. Hein, c'est juste une question de volonté. Hein. Le 7 octobre au matin, à 5 heures du matin, mon ami Samuel Fauré du Monde publie un reportage extraordinaire qu'on ne peut lire qu'avec les larmes aux yeux aujourd'hui sur la réhabilitation du Wadi Gaza, de la grande, de l'oasis centrale de la bande de Gaza. Et tout ce qu'ils avaient réussi à faire. Alors évidemment, aujourd'hui, ça paraît très loin. Donc, si on arrête et qu'on fait exactement le contraire, la possibilité de faire d'un lieu de perdition un lieu non seulement de développement hein, et de rayonnement est tout à fait possible. Hein. Alors, oui, État démilitarisé. État démilitarisé, c'est le principe de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne n'a pas d'armée, elle a une police. Hein, ce sera ça. Alors, coup d'Israël, eh ben, je réponds sans aucun problème. Non seulement Israël restera militarisé, mais avec une arme nucléaire. Voilà. Donc, il n'y aura pas d'équilibre entre les deux États. Hein. Les Palestiniens n'auront pas le même niveau de droit à ce stade que les Israéliens. Et ça, il ne peut pas en être autrement. Hein, parce que il y a une défaite du nationalisme palestinien. Hein, et la défaite, c'est pas le 7 octobre qui l'a renversé, bien au contraire. Hein, le Hamas, avec le bain de sang terroriste du 7 octobre, a plombé pour très longtemps le nationalisme palestinien. Il faut voir que Arafat avait mis des années à effacer le stigmate terroriste qui pesait sur la cause palestinienne, après qu'un certain nombre de personnes qui se croyaient sans doute très très courageuses et très très militantes, comme Leïla Khaled ou d'autres, aient inventé les détournements d'avions. Je rappelle qu'avant 1970, sur la Jordanie, l'idée qu'on va détourner un avion, qui est par définition une cible civile, avec des passagers qui sont majoritairement des civils qui n'ont rien à voir avec ce conflit, hein, et que ça a été présenté comme un acte de résistance. Hein, c'est l'invention du terrorisme international et médiatisé. La cause palestinienne a failli en mourir. Hein, et c'est Arafat qui a réussi à ressortir de ce trou, à brider les factions, et à amener donc au discours de l'ONU en 1974, et à un début de reconnaissance internationale. Alors si on veut retomber dans ces ornières du passé en pire, eh bien on n'aura non seulement rien, mais moins que rien. Hein. Donc dans la solution à deux États, l'État palestinien sera démilitarisé, sinon l'État ne sera pas. Il est probable que l'expulsion de la totalité de la population palestinienne fait partie de la nostalgie de certains nationalistes arabes, de certains nationalistes israéliens. Est-ce que c'est une parfaitement redoutable ou c'est un fantasme pur? Merci.
On a également une question en ligne. Ah, vas-y. Qui demande, pouvez-vous nous expliquer ce que fait Benny Gantz actuellement avec son départ du gouvernement et du cabinet de guerre? Quelles sont ses motivations et quelles conséquences pour Netanyahou? Et une troisième, qui sera sans doute la dernière d'ailleurs. Alors on prend les deux autres. Alors, prenez les deux, alors, parce qu'après, Merci, je laisserai Jean-Pierre répondre au cas. Monsieur le professeur, je comptais poser ma question avant celle de monsieur, mais du coup elle rebondit sur cette dernière. Et chez nous, on est un peu étonné que personne, vous avez parlé de Haïfa tout à l'heure, que personne ne remette en cause les frontières de 1922. Enfin, je veux dire, on voit les gens se balader avec le collier, avec la silhouette de la Palestine, mais au fond, cette silhouette, on la doit à des Occidentaux. Et donc, est-ce que c'est pas une cause un peu de la faiblesse, non seulement des Palestiniens, des Moyen-Orientaux, des Arabes, même peut-être de l'Afrique en général, à part les Somalis, que de ne pas pouvoir s'ancrer dans son environnement régional, populaire? Est-ce qu'il faudrait devenir Qaoumi? Est-ce qu'il faudrait faire une fédération du Bilad Eshem? Est-ce que ça serait pas, sans parler du nationalisme arabe nassérien, je pense qu'on en est loin, mais est-ce qu'il faudrait pas un système un peu fédéral ou quelque chose? Dernière question. Dernière d'ailleurs. Oui, je voudrais savoir quelle est votre définition du terrorisme. Est-ce qu'il s'applique à ce que Hamas a commis le 7 octobre et est-ce qu'il s'applique aussi à l'action ou à la réponse de l'État israélien? Jean-Pierre, tu as 4 questions. Oui, tu as 10 minutes pour des questions, il faudrait revenir au une heure. Vas-y. Très simple. Hein. Donc, pour le terrorisme, moi, je n'ai pas à énoncer de définition. J'ai utilisé un terme quand il me paraît approprié, et je crois l'avoir utilisé au cours de cet échange à différentes reprises. Je rappellerai une évidence. Quand on est le plus faible, on n'a pas droit à l'erreur. Voilà. Donc, quand on est le plus fort, on peut se permettre des erreurs. Quand on est plus faible, chaque erreur est payée au prix très très fort. Donc, ça paraît totalement injuste, mais quand on est historien, on voit que le résultat est implacable quand il y a des erreurs aussi bien tactiques que stratégiques du côté du plus faible. Alors, pour ce qui est des frontières, alors c'est étonnant que vous disiez ah oui, il porte là. Vous trouvez que la Palestine est trop petite ou qu'elle est trop grande quand on la porte comme ça dans les frontières de 1920? Voilà. Parce qu'il faut savoir que si la Palestine a ces dimensions, c'est parce que les Français se sont battus pour que le Liban, lui, ait des frontières plus au sud. Mais je pense que vous en êtes conscient. Donc, si ça n'avait pas été pour les Français, les frontières de la Palestine auraient été beaucoup plus au nord et recouvriraient une partie de ce qu'est l'actuel Liban. Alors, pour ce qui est des différents projets interarabes, alors là, bon, j'ai écrit aussi là-dessus, entre autres à partir du biais, dans tous les sens du biais du régime bassiste en Syrie, qui se voulait unitaire arabe. On voit qu'aucun de ces projets, non seulement ne s'est développé, mais qu'ils ont généralement tous été des projets captés par telle ou telle dictature au profit de ces projets, de ces ambitions hégémoniques. Donc, bon, vous savez, même les deux États, une fois qu'il y aura les deux États, si Israéliens et Palestiniens veulent faire une fédération, libre à eux. Si les Palestiniens veulent faire une confédération avec la Jordanie, libre à eux. Je dis juste qu'il faut commencer par là, par une forme de reconnaissance. Et voilà, pour nous qui avons un passeport, une carte d'identité, ça nous paraît aller de soi. Pour un Palestinien, avoir un jour un vrai passeport, une vraie carte d'identité et un vrai drapeau qu'on peut montrer sans forcément être réprimé, ça représentera quelque chose de très important. Alors, pour ce qui est nostalgie, pas nostalgie, un des grands débats historiographiques sur la Nakba est le débat sur l'intentionnalité. Voilà. Alors, il y a certaines thèses, Ilan Pappé et d'autres qui disent qu'il y avait un plan, il a été mis en œuvre, l'épuration ethnique, etc., etc. Moi, je suis un historien beaucoup moins idéologisant, je suis beaucoup plus pragmatique. Je constate qu'il y a eu des tendances contradictoires.
qui a eu des pratiques contradictoires, je le raconte dans le livre. Il y a des endroits, Yigal Allon a été un grand purificateur, les commandants du front nord et de la Galilée l'ont été beaucoup moins, sinon il n'y aurait pas eu 160 000 Palestiniens qui restaient sur place après la Nakba. Même Gaza, même la bande de Gaza, si Yigal Allon avait pu arriver à ses fins, elle n'existerait pas. Yigal Allon voulait encercler la bande de Gaza par l'Égypte pour la réduire, la capituler, éventuellement transférer une partie de la population. Et c'est les États-Unis qui s'y sont opposés. Donc l'histoire aurait pu évoluer différemment. Donc aujourd'hui c'est très clair, hein, on a des ministres au gouvernement de Netanyahou qui ont pu organiser, il y a déjà quelques semaines, une rencontre à Jérusalem avec 13 ministres, avec un certain nombre de députés, appelant à expulser toute la population de Gaza et à recoloniser. Smotrich, qui est donc ministre des Finances. Alors quand on dit ministre des Finances, on a l'impression que c'est un gestionnaire dans l'équivalent israélien de Bercy. C'est quelqu'un qui, en tant que ministre des Finances, bloque l'aide humanitaire à Ashdod. C'est quelqu'un qui, en tant que ministre des Finances, refuse les transferts à l'autorité palestinienne. Donc il y a un impact immédiat sur la vie au jour le jour des Palestiniens, que ce soit d'ailleurs en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Smotrich est quelqu'un qui, quand il était député, face à un député donc arabe, israélien, palestinien d'Israël, palestinien de 48, qu'on avait dit, si Ben Gourion avait fini le travail, vous ne seriez pas là. Donc au moins c'est clair. Lui, il annonce tout à fait la couleur. Et enfin, donc, je finirai sur la météo politique israélienne, parce que c'est vraiment de cet ordre-là. Hein. Il faut faire attention. Bon, Gantz est quelqu'un qui a tous les atouts, mais un sens du timing qui est confondant. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'agit au bon moment. C'est impressionnant. Donc il est, si on peut le qualifier d'opposant, parce qu'il était quand même au cabinet de guerre, il a quand même fait un cabinet d'union nationale avec Netanyahou, il est l'opposant, entre guillemets, rêvé de Netanyahou, parce qu'il fait toutes les erreurs possibles, du coup il coule le camp qui lui est rallié, hein, et puis en plus il faut faire très attention avec les épigones de Rabin, hein, c'est-à-dire on cherche toujours à qui pourrait être le nouveau Rabin, hein, quelqu'un qui à la fois soit un général, ça c'est le minimum, à la fois a vraiment combattu les Arabes en général et les Palestiniens en particulier pour pouvoir dire vous voyez maintenant que je les ai combattus je peux faire la paix avec eux. Hein. La dernière fois qu'on a pensé qu'on avait trouvé un nouveau rabbin, c'était Ehud Barak. Il y a eu quand même un peu de désillusion. On a cru Benny Gantz. Il y a d'autres généraux qui sont sur le marché. Moi, je ne suis pas forcément convaincu que c'est ce profil-là qui correspondrait exactement à un règlement. Et je crois surtout que Benny Gantz fait preuve d'une absence de sens politique cruel, et que face à lui, Netanyahou est quand même, quel que soit ce qu'on pense de lui, un animal politique extrêmement doué et expérimenté. Hein. Et quand j'avais écrit Main basse sur Israël, que je disais que Netanyahou avait remodelé Israël à son image, on trouvait que j'exagérais un peu, c'était en 2019, hein, on voit que 5 ans plus tard, Netanyahou a totalement pris Israël au service de son dessein personnel, et donc on voit que sans injonction extérieure, hein, ça ne peut être que ça, hein, la logique de Netanyahou continuera à se développer. Ce qui permet de conclure, si tu m'y autorises, cher Jean-Paul, que ce qui se passe à Gaza n'est pas insupportable, inacceptable et injustifiable, parce que nous l'acceptons et nous le supportons, tous et tous. Hein. Et c'est à l'extérieur, hein, que la différence pourra être faite. Hein. Ça ne pourra pas être entre Israéliens et Palestiniens. Donc, sachez que toutes et tous, votre voix compte, et je parle évidemment de la voix pour la paix israélo-palestinienne, hein, et votre poids compte, parce que c'est à l'extérieur
et plus que jamais, hein, que se jouera l'avenir des deux peuples. Merci encore à vous. Merci Jean-Pierre.